Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez fascinante. C'est celle d'une crise. Une crise cachée qui a bien failli mettre un coup d'arrêt total à la croissance d'Internet. Mais c'est aussi l'histoire d'une ingénierie super astucieuse qui a sauvé la mise, en toute discrétion, sans que quasiment personne ne s'en rende compte. Pour bien saisir l'enjeu, la question est simple. Et si Internet tombait à court d'adresses? Imaginez un peu le scénario, cet univers qu'on croit infini qui, du jour au lendemain, se heurte à un mur. Plus de place pour de nouveaux appareils. Eh bien, ce scénario catastrophe, on est passé à 2 doigts de le vivre. Et tout ça, ça tourne autour d'un seul chiffre, 4,3 milliards. C'est le nombre total, je dis bien total, d'adresses qu'on avait au départ avec le système original, ce qu'on appelle l'IPv4. À l'époque, ça paraissait énorme, astronomique même. Mais on va voir que cette limite a failli devenir une véritable prison pour le web. Il faut bien comprendre que pendant des décennies, ce système, l'IPv4, c'était vraiment la colonne vertébrale de tout l'Internet. Chaque appareil, que ce soit un ordinateur, un serveur, plus tard un téléphone, avait besoin d'une de ces adresses. C'est un peu comme une adresse postale, mais pour les données. Sans ça, impossible d'envoyer ou de recevoir quoi que ce soit. C'est la base de la base. Et le problème, vous vous en doutez, c'est que la popularité d'Internet n'a pas juste augmenté. Elle a explosé. Le nombre d'appareils connectés a grimpé en flèche, mais d'une manière que même les pionniers n'avaient jamais imaginée. On fonçait donc droit dans un mur, la pénurie d'adresses. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, face à cette crise qui pointait le bout de son nez, les ingénieurs ne sont pas restés les bras croisés, heureusement. Ils ont commencé à inventer des solutions, des sortes de hacks, de bidouilles de génie, pour retarder l'inévitable et surtout pour gagner du temps. Concrètement, 3 grandes stratégies ont été mises en place. Les 2 premières, CIDR et VLSM, bon, des noms un peu barbares, c'était surtout des manières plus intelligentes de gérer le stock d'adresses qui restait. Mais la 3e, le NAT, elle est vraiment fascinante. Pourquoi? Parce que quasiment tout le monde l'utilise chaque jour, souvent sans même le savoir. Alors, pour faire simple, CIDR et VLSM, c'était un peu comme de l'optimisation. Ça a permis de découper et de distribuer les blocs d'adresses IP de façon beaucoup plus précise, presque chirurgicale. Fini de donner d'énormes blocs d'adresses qui étaient à moitié vides. Là, on pouvait allouer juste ce qu'il fallait sans gaspillage. C'était une façon de devenir beaucoup plus économe avec cette ressource qui devenait si rare. Mais maintenant, parlons de la solution la plus spectaculaire, le NAT. Pour Network Address Translation. C'est vraiment la technologie que tout le monde utilise sans le savoir. On peut voir ça comme un véritable tour de magie qui se passe en permanence dans nos box Internet. Pour piger le NAT, il faut d'abord comprendre qu'il existe 2 types d'adresses, les publiques et les privées. L'analogie parfaite, c'est celle d'un grand immeuble de bureau. L'immeuble a une seule adresse postale, celle que tout le monde connaît, ça, c'est l'adresse publique. Mais à l'intérieur, chaque bureau, chaque employé a son propre numéro de poste, qui n'est connu que de l'intérieur. Ça, ce sont les adresses privées. Eh bien, le NAT, c'est exactement ça, mais pour un réseau. Et ce rôle de standardiste, de concierge de l'immeuble, il est joué par le routeur. C'est lui qui prend tous les appareils du réseau local, les ordis, les téléphones, la console de jeu, qui ont chacun leur petite adresse privée, et il leur permet de sortir sur Internet en partageant une seule et unique adresse publique. Malin, non? Regardons comment ça marche concrètement. Quand l'ordinateur à la maison veut aller sur un site web, il envoie sa demande. Le routeur NAT intercepte cette demande. Et là, hop, il fait un petit tour de passe-passe. Il remplace l'adresse privée de l'ordi par sa propre adresse publique, puis il envoie la requête sur Internet, comme si c'était lui qui demandait. Il note juste dans un coin « Ok, cette demande, elle vient de tel ordi ». Et pour le retour, c'est tout aussi ingénieux. Le serveur sur Internet répond bien sûr à l'adresse publique du routeur. Le routeur reçoit la réponse, il jette un œil à son petit carnet, sa table de traduction, pour voir qui avait posé la question à l'origine. Ah, c'était cet ordinateur. Alors il refait l'échange en sens inverse. Il remplace sa propre adresse publique par l'adresse privée de l'ordinateur et il lui transmet la réponse. Ni vu, ni connu. C'est une gestion du trafic super efficace. Le NAT, c'était donc une solution absolument brillante. Ça a vraiment sauvé la mise et offert un sursis à l'Internet. Mais ça ne restait qu'un sursis. Parce que pendant ce temps-là, le monde a continué d'évoluer. Explosion des smartphones, arrivée des objets connectés, les montres, les frigos, les ampoules, tout voulait son adresse. Le besoin d'une solution définitive, à une échelle beaucoup plus grande, devenait criant. Et c'est là qu'entre en scène le successeur tant attendu, l'IPv6. Et attention, cette fois, ce n'est pas un simple pansement, c'est une refonte totale du système. Le but? Régler le problème des adresses une bonne fois pour toutes, pour un futur qu'on a du mal à imaginer.
Pour bien comprendre le changement d'échelle, il faut s'accrocher. Avec l'IPv6, on pourrait donner plus de 667 millions de milliards d'adresses à chaque millimètre carré de la surface de la Terre. Oui, chaque millimètre carré. C'est un nombre tellement gigantesque que le cerveau humain a du mal à le concevoir. Disons simplement que le mot pénurie ne fait plus partie du vocabulaire. Et visuellement, ça change tout. On passe d'une adresse IPv4 assez familière, faite de 4 groupes de chiffres, à une adresse IPv6 qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe, avec des chiffres et des lettres. C'est le passage de 32 bits à 128 bits. Bon, ça a l'air un peu intimidant comme ça, c'est vrai. Mais heureusement, les créateurs de l'IPv6 ont pensé à tout. Il y a des règles pour raccourcir ces adresses. On peut enlever certains zéros, et surtout, on peut remplacer une longue suite de zéros par un simple double de points. Ça les rend tout de suite beaucoup plus digestes. Mais l'IPv6, ce n'est pas juste une question de quantité, ce n'est pas juste plus d'adresses. Ça apporte aussi tout un tas d'améliorations qui rendent Internet plus moderne, plus efficace. Voyons un peu les plus importantes. La structure de l'adresse est assez logique. La première partie, c'est le préfixe, qui identifie le réseau. On peut voir ça comme le code postal et la rue. La deuxième partie, c'est l'idée d'interface, qui identifie l'appareil en question sur ce réseau, comme le numéro de la maison. Et avec 128 bits, on a de quoi donner une adresse unique à absolument tout. Alors, quels sont les avantages? Déjà, c'est plus efficace. Les routeurs traitent les paquets IPv6 plus vite. Ensuite, la sécurité est intégrée dès le départ. C'est mieux pensé pour la mobilité. Et surtout, l'IPv6 rend le NAT inutile. C'est la fin du bricolage. Chaque appareil peut de nouveau avoir sa propre adresse publique unique. Et ça permet une vraie communication directe, de machine à machine, ce qui ouvre la porte à plein de nouvelles innovations. Pour celles et ceux qui sont un peu plus techniques et qui connaissent bien l'IPv4, cette table est une sorte de guide de traduction. On retrouve les mêmes concepts, l'adresse publique devient l'adresse unicast globale, l'adresse privée a son équivalent. C'est une évolution, pas une révolution totale dans les principes. Et le plus fou dans tout ça, finalement, c'est que cette migration gigantesque, à l'échelle mondiale, elle se fait en douceur, presque en silence. La plupart de nos appareils aujourd'hui parlent les deux langages, IPv4 et IPv6. C'est ce qu'on appelle le dual stack. Ça permet une transition progressive, sans qu'on s'en aperçoive au quotidien. Pour conclure, cette histoire de l'IPv4 vers l'IPv6, c'est vraiment l'histoire d'une mise à niveau invisible, mais absolument fondamentale, qui assure l'avenir de notre monde de plus en plus connecté. Et ça amène à une question plus large, non? Combien d'autres systèmes critiques comme celui-ci, sur lesquels on compte tous les jours, fonctionnent dans l'ombre sans qu'on n'y pense jamais? C'est une bonne question à se poser. Merci d'avoir suivi cette explication.